we can start. I mean, we have already a lot of people connecting, so it's great. So welcome to this webinar co-organized by Reed Smith and Africarb. Bienvenue à toutes et à tous. I'm Clément Fouchard, and I'm very pleased to introduce this conference midway of the 2022 Paris Arbitration Week. So those who have actively attending various events, either remotely or in person here in Paris, well, another 2 days and a half to go. Today is the third edition of an Africa-related event organized by Reed Smith and Africarb. And I'm very proud of this partnership we are doing over the years. Africarb is a non-profit organization created 5 years ago by a group of, at the time, young arbitration practitioners based in Paris and outside Paris. And Africarb's mission is really the promotion and development of arbitration in Africa. A lot has been accomplished since 2017 at Africarb. Dozens of conferences, webinars, thousands of followers on the social networks, and partnerships with many fellow entities, groups, associations active in the field of arbitration in Africa. So stay tuned on Facebook, on LinkedIn to see our news. Since the inception of Africarb, our will was to bridge the gap between the various regions, languages on the continent. And we always use both languages, both French and English. That's why today's speakers will speak in either languages. So the topic of today's conference is to shed light on the sort of hot topics, trends in the field of arbitration in Western and Northern Africa. And the conference will be then divided in 2 parts. The first panel will host a discussion on the recent development concerning leading arbitral institutions in the region. And this debate will be moderated by Afina Fouchard-Papastratew. Afina is an independent arbitrator based in Paris and also a founding member and a former co-president of Africarb. She has worked 15 years in 2 of the most known international arbitration groups globally and in an international boutique specialized in Africa-related matters before establishing her practice in March 2022, actually, focusing mainly on mission as arbitrator. Afina has significant experience both as arbitrator and counsel in Africa-related arbitration, as well as arbitration involving states and state entities. The second panel will focus on some of the most recent substantive legal issues. And this panel will be moderated by my colleague, Dr. Guillaume Aréou. Guillaume is an associate in the Shipping and Transportation Group here at Reed Smith, with a particular focus on Africa. So Guillaume holds a PhD in International Investment Law from the University of Nice, Côte d'Azur. Guillaume is also a co-founder of Africarb, and he regularly publishes and speaks at conferences in the field of arbitration. Before I pass the floor, in terms of logistics, you have a Q&A box that I'm sure you're all very familiar with on the Zoom platform. So please do not hesitate to use it. We'll do our best to either respond directly or afterwards to any questions or comments you may have. So without further ado, I'll pass now the floor to Afina for the first panel. Merci beaucoup, Clément. Bienvenue à tous. J'ai le plaisir de modérer aujourd'hui le premier panel de notre webinaire qui traitera des développements en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Nord relatifs à la pratique de l'arbitrage. Des développements tels que témoignés ou même tels que mis en place par des institutions d'arbitrage actives dans ces régions. La discussion, comme Clément l'a dit, se tiendra en anglais et en français. So let me switch to English now.
Our first panel will focus on developments regarding arbitration practice as witnessed or as brought by 4 arbitration institutions, particularly active in the regions of Western and Northern Africa. Let me introduce the brilliant panel that we have with us today. Bintu Boli-Jibo, an accredited mediator, is the permanent secretary of CAMCO, the Center for Arbitration Mediation of Ouagadougou in Burkina Faso. She's the president of the Association of African Centers of Arbitration and Mediation, and was formerly a member of the Constitutional Chamber of the Supreme Court in Burkina Faso. She acts as arbitrator and mediator and provides training in these fields. Diamana Diawara, a founding member of AFRICARB as well, is the director of the ICC Court for Dispute Resolution Services in Africa. She was previously a counsel at the Secretariat of the ICC Court for 5 years, during which she administered hundreds of arbitration proceedings in the Middle East, in Africa, and in Europe. She lectures in international arbitration at Montpellier University in France. Oluwatosin Lewis is the executive secretary of the Lagos Court of Arbitration, International Center for Arbitration and ADR in Lagos, Nigeria. Oluwatosin is registered with the Nigerian Bar Association and is an accredited mediator. She is on the Neutrals panel at the Mediation and Conciliation Network and the Federal High Court's Alternative Dispute Resolution Center. And she's also a fellow of the Chartered Institute of Arbitrators. Last but not least, Ismail Salim is the director of the Cairo Regional Center for International Commercial Arbitration. He is a secretary-treasurer of the International Federation of Commercial Arbitration Institutions and the vice president of the Egypt branch of the Chartered Institute of Arbitrators. He has acted as arbitrator and as counsel in arbitration proceedings under several sets of rules. He's also an accredited mediator. He teaches private international law in Cairo and arbitration law in several universities in Egypt and in Paris. Our panel discussion, which will be held in English and in French, will progress as follows. First, our panelists will provide recent statistical data regarding the activities of their institutions. And then in the second part, we will have a discussion on particular aspects on trends and developments regarding the activity of arbitration practice in the regions in question. Please feel free to ask questions throughout the panel discussion using the question and answer box in your screen. And you may ask the questions both in English and in French. And so let me now give the floor to Ismail, who will be presenting data regarding the recent developments, statistical data of the CERSICA, the Cairo Regional Center of Commercial Arbitration. Thank you very much, Athina. Ladies and gentlemen, good afternoon. It's a pleasure to be with you in this very distinguished event. May I present the latest developments of the CERSICA? I'm trying to, if the host can move the slide. So I will start with the caseload of the CERSICA during last year, which is the year 2021. This year, 2021, have witnessed the second highest number of cases registered throughout the history of the CERSICA. The CERSICA registered 83 new cases. The record was done in 2016. 91 cases were registered at that time. Like every year, the majority of the cases registered
are construction cases, 17%, as we can see on the slide. And there is also a significant portion of cases coming from the oil and gas industry, the corporate restructuring, banking and finance, media and entertainment, and real estate developments, tourism and hospitality, sports, and transport. So the Corsica is 42 years old. So until 31st of December 2021, 1,535 cases were registered at that time since the creation of the Corsica. Next slide, please. This slide concerns the number of non-Egyptian parties in 2021. There were 34 non-Egyptian parties, several parties from Europe, by way of example, from France and Italy, the UK, Ukraine. From Asia, we had parties from Lebanon and Saudi Arabia and the UAE. From Africa, parties from Egypt, and this is, of course, the majority. The majority of the parties under Corsica rules every year come from Egypt. Then one party from South Africa, and from America, you can see parties from the United States, the British Virgin Islands, the Bahamas, Panama. And I can say that these statistics on non-Egyptian parties are quite conservative because they do not include Egyptian joint stock companies and limited liability companies owned or ultimately controlled by foreign shareholders. So if we add these Egyptian companies owned by foreign shareholders, non-Egyptian shareholders, the number of non-Egyptian parties would be bigger. 18 non-Egyptian arbitrators were appointed in 2021. From Europe, there was, so these are the non-Egyptian arbitrators. So from France, Germany, Italy, and the UK. From Asia, from Lebanon and UAE. From Africa, Cameroon, Egypt, the great majority, Morocco and Sudan, and from America, only from the United States. These are the arbitrators appointed by the parties and by the center, all combined. Usually, the percentage of appointments coming from the center do not exceed 15% every year, while the rest of the arbitrators, around 85%, would be appointed by virtue of party autonomy or by the co-arbitrators. Since the Corsica rules are based on the UNCITRAL rules, so most of the chairmen of the tribunals, the chairperson of the persons of the tribunals are appointed by the co-arbitrators. Next slide, please. Regarding the Corsica Hearing Center, because Corsica is not only an institution, but it's also a hearing center. If we would like to say something, but we can discuss it later, Athena, about the virtual hearings. But here are some statistics. Hybrid hearings were 20% of the hearings, while the physical hearings formed 42% of the hearings, and the remaining hearings, the fully remote hearings, formed 38% of the hearings. So these hearings mostly are Corsica arbitrations governed by Corsica rules, but some of the hearings would be hearings concerning cases administered by other arbitral institutions or ad hoc cases, but these would be a minority. Next slide. Then this slide is quite interesting because it deals with the settlements, the amicable settlements. So they have increased because of the COVID-19 pandemic. So we see in 2020, 60 cases ended either by an award or by amicable settlement or incapability of a party to pay the arbitration costs. So the cases that were settled amicably or discontinued formed 25% in 2020, while this number increased to reach 40.3%
in 2021. So 34 awards were issued, while 25 cases were terminated, mostly by amicable settlement. And with this, I would finish the slides on the caseload. Thank you very much, Ismail. And effectively, it will be very interesting to discuss certain of the points that you have touched upon with your slides. I now give the floor to Oluwatosin, who can present recent statistical data in respect of the Lagos Court of Arbitration. Thank you. If Lucy would stop sharing. This is done, I think. Okay. Is Lucy still sharing? Okay. The slides are not showing on the screen. One moment, please. One moment. Okay. Excellent. We can see your slides now. You can see the slides now? We can see your slides. Yes, we don't have them in full screen mode yet. Okay. Perfect. Okay. Good afternoon, everyone. Good morning, depending where you are. It's still morning in Lagos, so I say both good afternoon and good morning to everyone. It's a pleasure to be here. Seeing that I have just a few minutes, I believe I have 2 or 3 minutes to run through this. What I've done in terms of statistics is to take you through what the diversity of what is available at the LCA at the moment. So we have the arbitration rules, 2018. Those rules are at the moment being completely overhauled by the arbitration committee. And then we also have expedited rules. For expedited rules, it provides for much shorter timelines, mostly document only hearings, lower costs, and they've been quite popular, I must say. We have the mediation guidelines, and again, expedited mediation guidelines. So we've tried to provide for expedition right through all our offerings. We also have the Med-Arb rules. So when parties would like to start with mediation, end with arbitration, we've provided rules for them to do that. We also run some specialized schemes. We have the Lagos Home Ownership Mortgage Scheme, run together with the Lagos State Government for disputes arising from the Home Ownership Scheme of the Lagos State Government. We have the CIAB LCA scheme. We've done that in partnership with the Chartered Institute of Arbitrators, Nigerian branch. It's the micro, small, and medium enterprises dispute resolution scheme. So we've come forth with a scheme for them to quickly resolve their disputes in a cost-effective manner. And there are specialized rules that guide that particular scheme. We also have the LCA Sports Dispute Resolution Scheme. We now have a sports dispute resolution panel. So we have neutrals who run that scheme and utilize those rules. Something else that we have is the arbitration committee. Now, the arbitration committee is the final authority at the LCA, the proper application of the rules. They decide the proper application of the rules, what those rules are. Part of their responsibility is the appointment of arbitrators, dealing with challenges to arbitrators. Scrutiny of awards is part of what they do, and the control costs.
So the arbitration committee has the duty to do those things. And we find that this has brought forth transparency to the work of the LCA. The arbitration committee is an international one. We have members from the arbitration. We have 26 members, and those members we have from West Africa, North Africa, South Africa, East Africa, Europe, the United Kingdom, North America, and Asia. So it's a truly international committee. So for neutrals, we have 3 neutral panels. We have the main panel that oversees the arbitration rules. And then we have the small claims panel. The small claims panel oversees the CIAB scheme, the Lagos mortgage scheme, and some of the expedited mediation and arbitration disputes. Then we have the sports scheme panel. And I'm happy to say that right now on our panel for the sports scheme, we have neutrals who have acted as arbitrators in the court, at the Court of Arbitration for Sports. And we also have a neutral recently appointed to the FIFA mediation panel. So I think I'll stop there. That is what we're doing at the LCA at the moment. Thank you. Thank you very much, Oluwatosin. And now, Diamana, you have the floor to present the relevant statistics and other data of the ICC. Many thanks, Athena, and good morning, good afternoon, everyone, depending on where you're joining from. It's a pleasure to be here, and I would like to just take a minute to thank AfriCARB and Rich Smith for organizing this event and having me in the context of the Paris Arbitration Week. So I will be providing you with a short review of ICC arbitration in the recent year. As for those of you who follow news from ICC, you would know that some preliminary statistics for 2021 have been published, but our system takes a little bit of time to combine the final statistic report, which will come out in the next few weeks. Meanwhile, we already are able to report the fact that in 2021, ICC has registered a total of 853 new cases, which you might note is lower than the all-time record of the year 2020 during the pandemic, where we registered a total of 946 new cases. Which was the as I said, all-time record for the almost 100-year history of the ICC courts. Over these 853 cases, it is noticeable that ICC has registered cases involving over 2,200 new parties from everywhere in the globe, from 143 different countries, more precisely. And when it comes to Africa, more specifically, that we're discussing this morning, we have seen over 170 parties coming from the African continent in our new cases in 2021, with the split between North and Sub-Saharan Africa being about 45 cases from North Africa and 125 from Sub-Saharan Africa. And there, the important note, I guess, is in the context again of our discussion, is that most of them are coming out of the ranks of West African countries. We'll come back to some of those details a bit later, but it's of course also noticeable that an important number of those parties on the African continent involved in ICC arbitration are state parties, states or state-owned
entities. Now, in terms of the range and the volume of financial stakes involved in the ICC cases, as in previous years, what our preliminary review of 2021 tells us is that ICC parties come to ICC arbitration, and in particular parties coming out of the African continent for very big disputes, but also from lower amounts in dispute. And what is striking is that we have a range of amounts in dispute that go from $9,500 to $27 billion and that last figure is actually a case coming out of one of our African cases. So I think that really illustrates how how diverse the cases that ICC hears. It is true that a lot of the cases that we hear and a lot of our clients on the African continent come our way for transactions that have an important financial stake. But overall, looking at the overall ICC caseload, what we learn in that review is that parties generally come to ICC for cases that are of all sizes, from the lower range to the biggest. Now, I think the same observation applies to the type of industries that we see involved in ICC arbitration when doing the review of the 2021 cases. Of course, you all probably have heard many times from the ICC the fact that the biggest share of our clientele would come from energy disputes and construction disputes. Traditionally, that has always been the case, and that is still the case today. But when you look into in a more refined way at the ICC statistics, what you observe is actually that we have disputes coming out of all industries, ranging from pharmaceutical, general trade, general distribution, of course, agricultural disputes, as well as raw metals and extractive industries, in particular on the African continent, as well as construction and energy. So again, here the observation is that parties not only trust ICC for very complex construction infrastructure projects, energy projects, but also in all range of areas of the economy. We've clearly the observation that when it comes to the African continent, extractive industries are way ahead. Extractive industries and infrastructure construction projects are way ahead. Other economic sectors in the statistics or in the composition of our cases. The last observation I'd like to make is focusing on the ICC International Center for ADR, which has known in 2021 another record of new cases registered. Over close to 80 new cases were registered in 2021. And there again, we're very happy to see that mediation is gaining more and more traction. I hope we'll have an opportunity to come back to that during our conversation. Same for our expertise services and the dispute board. So just to wrap up briefly in terms of the review of ICC arbitration, we see that the trends in the use of arbitration generally are very positive, but that also there is an increasing appetite for other sorts of dispute resolution mechanism from the parties who choose to trust ICC with their dispute resolution. Thank you very much. Excellent. Thank you very much, Diamana, for these insights into the activities of the ICC, especially in the African continent. Bintou, vous avez maintenant la parole pour nous présenter les données statistiques concernant l'activité du CAMCO. D'accord. Merci beaucoup. Et avant déjà de donner les données statistiques, j'espère que je me fais entendre. Je suis toujours sur mon téléphone. Peut-être qu'à la deuxième phase, là, je pourrais être sur mon ordinateur. Je voudrais remercier rapidement les organisateurs de m'avoir associé, parce que je sais qu'il y a beaucoup de centres dans
notre continent. Mais si vous m'avez associé, et ça mérite vraiment que je vous dise sincèrement merci. Et deuxièmement, je voudrais aussi vous dire que j'interviens là et en tant que présidente de l'association des centres africains d'arbitrage et de médiation. Parce que j'ai changé de poste. Je ne suis plus la secrétaire permanente du centre d'arbitrage et de médiation, et donc le CAMCO. Donc, je suis voilà. Au cas où, quand j'acceptais la mission, j'y étais encore. Mais maintenant, j'interviens là en tant que présidente de l'association des centres africains d'arbitrage et de médiation. Donc, je peux ouvrir une parenthèse parce que déjà, on doit vous féliciter pour votre nouvelle fonction. Et puis dire que c'est génial, c'est la Paris Arbitration Week où on apprend des nouvelles très importantes concernant notre communauté. Donc, merci beaucoup de nous avoir informés. Je vous en prie, je vous en prie. Maintenant, revenant au travail qui a été abattu pour que le CAMCO ait sa renommée, il faut dire que quand même en 10 ans, 12 ans, il y a un gros travail de sensibilisation qui a été fait sur le continent, au Burkina Faso et dans tout l'espace et dans vraiment et le monde entier, je peux dire comme ça. Donc, les statistiques que je vais donner, il faut retenir que ça vient d'un énorme travail et collectif qui a été fait depuis 2 décennies. Depuis 2 décennies. Donc, nous n'avons pas beaucoup de temps, je ne vais pas rentrer dans les détails de la sensibilisation, mais il faut dire qu'on en faisait beaucoup. On pouvait même en faire 100 par an, parce qu'on pouvait faire des B2B, parce que moi, j'avais initié le B2B, aller voir et me rapprocher directement des grands chefs d'entreprise. Donc, ça m'amenait à marcher beaucoup toute la journée et à ne pas être au bureau, et que ce soit au Burkina, que ce soit dans d'autres pays. Donc, c'est cet énorme travail-là, collectif, comme je l'ai dit, parce que si on veut aller loin, on va à plusieurs. Quand on veut arriver vite, on va seul. Donc, c'est un travail collectif et je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à cette collectivité. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, et les statistiques que je vais donner, c'est date du 13 août 2021, donc il y a quelques mois de différence. Il faut dire qu'en termes d'arbitrage, et toutes les catégories socio-professionnelles saisissent et l'arbitrage CAMCO. Et je parle également de l'arbitrage ad hoc, parce qu'il faut dire qu'en même temps que l'arbitrage institutionnel se développe, l'arbitrage ad hoc aussi se développe, parce que l'arbitrage ad hoc, c'est pas rien. Donc, l'arbitrage ad hoc existe aussi dans notre continent. Et comme j'en croise, c'est pour ça que dans le cadre de ce travail-là, j'en parle aussi. Parce que vous l'avez dit, je suis arbitre aussi, je suis médiateur. Donc, l'arbitrage ad hoc aussi se développe. Donc, dire que toutes les catégories socio-professionnelles saisissent en arbitrage. Donc, le secteur des banques et finances, le secteur des services, les assurances. Au Burkina Faso, c'est le boom minier. Donc, aujourd'hui, le secteur des mines et de l'énergie saisit abondamment et le centre pour régler les litiges par la voie de l'arbitrage. Les questions sociales aussi sont réglées. Il y a le domaine de la télécommunication, il y a les banques, les bâtiments et travaux publics, les transports, l'hôtellerie, l'agriculture et l'immobilier. Donc, tous ces secteurs-là, l'agriculture et l'artisanat, tout le commerce, et tous ces secteurs saisissent le centre. Et maintenant, en termes d'enjeux financiers, l'enjeu financier, et en 10 ans, 12 ans, c'est 294 milliards 527 288 850. Donc, on va dire 295 milliards forts qui ont été résolus en termes d'enjeux financiers. Donc, ça, c'est vraiment énorme. Maintenant, il y a la classification de la saisine. Et chaque année, nous faisons un graphique et nous faisons un travail comparé pour voir quel secteur a primé. Mais d'une façon générale, c'est soit le secteur des banques et établissements financiers et qui dévance, soit c'est le secteur des mines, parce que là, les enjeux sont très, très, très énormes. À côté de ça, nous avons la médiation et je ne saurais parler de l'arbitrage sans parler de la médiation, parce que là aussi, un gros travail a été fait. Et moi-même, je suis médiateur professionnel, j'enseigne la matière. Donc, au niveau de la médiation aussi, et nous avons comme enjeu financier
et 2 milliards 600 forts en termes d'enjeux financiers. Et à 95%, les dossiers sont résolus par la voie de la médiation et à 90%, les parties l'acceptent. À ce niveau aussi, il faut dire que toutes les catégories socio-professionnelles saisissent le centre et saisissent aussi les médiateurs S-qualité. Parce que plusieurs fois, j'ai été saisie S-qualité. Et je pense que dans les questions à venir, lorsque nous avons parlé des d'autres aspects de la médiation, on en parlera pour voir à quel moment on nous saisit S-qualité. Est-ce que je m'arrête là ou bien je fais... Oui. En fait, je pense que c'est très bien que vous avez touché sur la question que vous avez touché la question de médiation, et parce que ça me permet un peu d'ouvrir la discussion sur les sujets suivants. On note une perception générale qu'on a dans le monde de l'arbitrage en Afrique, que les parties dans des procédures arbitrales sont probablement plus enclins à trouver une issue à leur litige via la médiation ou à suspendre leur arbitrage pour entrer en négociation ou en médiation. Et Ismaël, tout à l'heure, par exemple, nous a indiqué qu'en 2021, 40% des arbitrages sont terminés par un accord trouvé entre les parties, tandis que ces chiffres étaient presque la moitié, 25% l'année précédente. Et je voulais m'adresser à vous, cher Bintou, parce qu'elle est toujours en votre rôle précédent au sein des CAMCO, parce que le CAMCO est une des institutions extrêmement actives dans la mise en place de procédures de médiation dans la région. Et je voulais voir plus généralement si vous avez pu observer une différence dans la pratique après l'entrée en vigueur en 2018 de l'acte OHADA relatif à la médiation, qui a quand même facilité l'homologation d'un accord conclu dans le cadre d'une médiation et plus généralement a facilité l'exécution d'un accord. Est-ce que vous avez pu voir un changement dans la mentalité, dans la pratique des parties à partir de 2018? Donc, sur cette question, il faut scinder le temps en deux. Parce qu'au Burkina Faso ici, et le Burkina Faso était le premier pays de l'espace OHADA à avoir une loi sur la médiation civile et commerciale. Donc, c'est-à-dire qu'avant l'avènement de l'acte uniforme sur la médiation, nous travaillions déjà énormément sur les questions de la médiation. C'est ce qui a fait que nous avons pu obtenir la première loi sur la médiation civile et commerciale. Et après, la Côte d'Ivoire a suivi le Burkina avec la médiation civile, commerciale et judiciaire. Et après, le Sénégal a légiféré par voie de décret, voilà, par voie de décret sur la médiation civile et conventionnelle. Donc, c'est dire que déjà, la médiation était en marche au Burkina. Oui. Donc, maintenant, avec l'avènement de l'acte uniforme sur la médiation, le législateur OHADA est venu donner un signal fort en plus. Il est venu apporter un plus à la médiation au Burkina. Donc, du coup, la mayonnaise de la médiation a encore pris. C'est ce qui fait que, effectivement, lorsque les parties, et lorsque j'étais la secrétaire permanente du centre d'arbitrage et médiation, quand je recevais des dossiers et que je voyais que manifestement ces dossiers pouvaient se résoudre par la voie de la médiation, je n'hésitais pas parce que une de mes missions, c'était de sensibiliser. Donc, je rencontrais les parties et je leur expliquais déjà ce que c'est que la médiation, puisque c'est la volonté, c'est leur volonté. Déjà, si elles acceptaient, elles essayaient déjà en amont parce que la procédure d'arbitrage n'avait même pas encore commencé. Donc, structurellement, on peut dire que la médiation, telle que ça se pratique, pouvait se faire avant le déclenchement de la procédure d'arbitrage. Et deuxièmement, en cours de procédure d'arbitrage, les parties pouvaient essayer la médiation, puisque ce n'est pas interdit. Si ça réussit, alors le tribunal arbitral, s'il est déjà constitué, en ce moment, il va consacrer cet accord-là en sentence d'accord partie. Donc, il y a aucun problème à cela. Et troisièmement, lorsque la sentence est rendue, que les parties acceptent de transiger sur le canton,
elles viennent en médiation. Et elles peuvent venir en médiation, que ce soit en médiation institutionnelle ou en médiation en saisissant un médiateur ès-qualité qui va les accompagner pour transiger cette fois-ci sur le canton, puisque le litige a déjà été tranché en arbitrage. Je comprends, nous comprenons tous, donc c'est très bien. Vous avez fait l'image de comment on peut utiliser la médiation pré, durant ou post l'arbitrage. Nous avons une question très intéressante par le public. Et est-ce que la médiation est un mode de règlement de différends préféré en Afrique parce qu'il reste que l'exécution des sentences arbitrales est compliquée? Est-ce qu'un de nos panélistes aimerait répondre à cette question? Moi, je peux répondre pour le Burkina Faso. C'est pas forcément. Ce n'est pas forcément vrai pour le Burkina Faso. Est-ce que Diamana, vous avez votre avis sur cette question? En fait, pardon, je ne voulais pas vous interrompre, Bintou, excusez-moi. Diamana, on vous écoute. Yes. En fait, ce qui est intéressant d'observer, je suis assez d'accord avec le constat que fait Bintou par rapport au Burkina Faso. Nous, ce qu'on observe dans les dossiers de médiation du centre d'ADR, il y a deux sujets. Il y a les dossiers de médiation proprement parlé et il y a les transactions de procédures d'arbitrage, n'est-ce pas, qui se font pas forcément par une procédure formelle de médiation institutionnelle. Parfois, ça va être une négociation informelle des parties ou même avec l'aide d'un tiers qui aboutit à une transaction et à un retrait de la procédure d'arbitrage. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que quand on regarde nos dossiers du centre de médiation, les parties africaines sont extrêmement minoritaires, voire même quasi absentes des procédures de médiation institutionnelle. Dans les procédures d'arbitrage, en revanche, qui incluent des parties africaines, on va voir effectivement des transactions se faire, en règle générale de façon informelle entre les parties sans, en tout cas, qui n'informent pas nécessairement le tribunal arbitral de qui n'informe pas nécessairement le tribunal arbitral de l'intervention d'un médiateur à proprement parler, mais on sait que ces transactions interviennent à la suite de périodes de négociation entre les parties, puisqu'en général, il y a une demande de suspension de la procédure arbitrale pour pouvoir mener ces négociations. Maintenant, ça reste une minorité de dossiers qui se concluent sous cette forme-là. En revanche, en parlant avec et ça c'est pas quelque chose que je peux chiffrer pour l'instant, mais effectivement en parlant avec des utilisateurs à la fois étatiques et privés en Afrique de la résolution des litiges par voie d'arbitrage, ce que moi j'arrive en tout cas de façon un peu empirique à retenir, c'est qu'il y a une appétence pour aller vers un mode beaucoup moins, je dirais, définitif ou en tout cas contraignant de résolution des litiges et d'aller plus souvent, quand c'est possible, vers la négociation, la conciliation, la médiation. Donc, il y a une appétence. Est-ce qu'en pratique, ça se traduit par déjà aujourd'hui une augmentation importante sur le continent des procédures de médiation? J'en suis pas sûre. Peut-être qu'Ismaël voit autre chose du côté du Caire, ou peut-être aussi d'ailleurs à Lagos. Merci Diamana, merci Atina. Non, je suis d'accord avec vous Diamana, c'est que si on voit les 40% de cas qui sont pas continués, ce sont des accords à l'amiable qui se font généralement par négociation entre les parties. On propose, quand on enregistre une nouvelle affaire d'arbitrage, on fait signe aux parties que nous avons un règlement de médiation, qu'il y a une possibilité de recourir au centre pour justement organiser une médiation et de nommer un médiateur. Nous avons commencé depuis 2010 un programme de formation de médiateurs qui sont très bien formés et accrédités. C'était en coopération avec la Banque mondiale, mais on enregistre peu d'affaires de médiation chaque année, en général une poignée d'affaires de médiation. Lorsque la partie, entre guillemets, défenderesse, on ne peut pas parler de demanderesse et de défenderesse, mais la partie requise
pour participer à la médiation. Lorsqu'elle accepte l'offre de l'autre partie qui a débuté la procédure de médiation, il y a toujours un accord à l'amiable. Mais malheureusement, les parties ne participent pas, ils n'y croient pas. En général, on trouve des clauses de résolution de litige à échelon, donc négociation, puis médiation Cursika, puis arbitrage Cursika. Et c'est dans ce cadre-là qu'on voit la clause de médiation dans nos affaires. Dès qu'il y a une participation, on arrive à un accord à l'amiable, mais la majorité des cas, il n'y a pas de participation et on se retrouve donc devant un tribunal arbitral. Nous avons aussi proposé Arb Med-Arb, que Madame Boli vient d'évoquer, que Bentou vient d'évoquer. Ça existe selon nos pratiques et c'est sur notre site web, mais ça n'a pas encore été sollicité par les parties. Sur l'exécution des sentences, l'Égypte a adhéré à la Convention de New York. Les sentences arbitrales se font exécuter, elles sont rarement annulées, mais ça reste une procédure qui prend un peu de temps, qu'on dépose et puis qu'on commence à exécuter, à obtenir d'abord la formule exécutoire, que la sentence soit apposée par la formule exécutoire et ensuite l'exécution. Donc, c'est une procédure qui prend un peu de temps et en plus, il y a une taxe à payer. Et c'est une taxe qui est payée non pas pour exécuter les sentences arbitrales, mais aussi pour exécuter les jugements judiciaires. Alors, souvent, les parties à un litige, que ce soit un litige qui avait été soumis au contentieux étatique ou à l'arbitrage, certains parties proposent d'éviter de payer la taxe et de trouver un accord à l'amiable. Mais alors, dans ce cas-là, l'arbitrage servirait en tant que moyen de pression sur les défendresses pour commencer à s'asseoir et à négocier, s'asseoir sur la table et à commencer à négocier. Voilà, on voit quand même des lignes assez proches dans les différentes juridictions. J'aimerais changer le sujet et passer maintenant à la procédure d'arbitrage accéléré, qui est un développement global. On ne peut pas parler de régionalité nécessairement là-dessus. On voit que plusieurs centres d'arbitrage dans le monde sont en train de développer ou viennent de développer ou ont de développer des procédures d'arbitrage accélérées. Ismaël, vous avez indiqué comme réponse à la question qui nous a été posée que le Caire est en train de mettre en place un règlement spécifique sur les procédures, des règles spécifiques sur les procédures accélérées. Et j'aimerais que chacun d'entre vous nous dise très rapidement quelles sont les conditions pour la mise en place d'une procédure accélérée dans votre règlement. Je pourrais commencer par Ismaël, si vous voulez nous parler pour le règlement qui est en train d'être mis en place. Merci Atina. Donc nous avons élaboré un nouveau règlement Cursika. Le règlement actuel du Cursika est quasi identique au règlement d'arbitrage de la CNUTSI de 2010. Il y a très peu de différence entre les deux règlements, sauf juste pour refléter la nature institutionnelle du Cursika. Le nouveau règlement, au contraire, il se démarque un tout petit peu du règlement UNCITRAL de 2010 pour pouvoir s'adapter aux nouveaux défis et aux nouveaux développements de l'arbitrage. Donc, par exemple, d'avoir des dispositions qui réglementent l'arbitrage d'urgence ou les expedited rules, donc le règlement accéléré, donc l'arbitrage accéléré. Ce que nous avons proposé de manière interne, parce que nous avons commencé à l'élaborer en tant qu'équipe du Cursika, c'est le règlement de l'arbitrage accéléré de la CNUTSI, qui a vu le jour en septembre 2021. Et donc, c'est un opt-in, c'est une approche opt-in, c'est-à-dire il faut que les parties choisissent explicitement dans leur accord d'arbitrage
de soumettre leur arbitrage au futur règlement accéléré, d'arbitrage accéléré du Corsica, comme c'est le cas pour celui de la CNUTSI. Donc, ça n'a pas de rapport avec la valeur ou du montant litigieux. Ensuite, il y a aujourd'hui un comité de 5 personnes qui sont en train de réviser ce que nous avons proposé comme nouveau règlement. Nous ne sommes pas encore arrivés aux annexes ou à l'annexe qui concerne le règlement accéléré que nous proposons. Mais notre approche, c'est de suivre UNCITRAL, car on ne veut pas lier l'arbitrage accéléré au montant litigieux. C'est notre philosophie, mais bien sûr, il y a d'autres centres qui lient l'arbitrage accéléré au montant du litige. Et peut-être ça, c'est la bonne introduction pour donner la parole à Diamana, qui nous parlera de l'approche CCI, qui est assez différente. Oui, donc, tout à fait. On met en place une procédure accélérée selon le règlement, selon les règles CCI. Tout à fait, l'approche est assez différente et c'est intéressant en fait de voir comment une institution qui se lance en fait dans les procédures accélérées, la CCI ayant quelques petites années de recul, pas beaucoup, puisque notre règlement de procédure accélérée date de mars 2017. Mais c'est intéressant de voir les différentes approches. Bien évidemment, ce sont des questions qui ont été longuement débattues au sein de la commission arbitrage ADR de la CCI au moment de la rédaction de ce règlement de procédure accélérée, c'est-à-dire à savoir est-ce qu'on part sur un système d'opt-in complet ou est-ce qu'on part sur un système où le règlement s'applique automatiquement à toutes les procédures à partir d'un certain déclenchement automatique avec un plancher et un plafond. En l'occurrence, on est parti sur un système au 1er mars 2017 d'application automatique dans toutes les procédures pour lesquelles dans tous les contrats dans lesquels les parties ont opté pour une clause d'arbitrage CCI qui ont été conclus après le 1er mars 2017, le règlement de procédure expedited, donc accéléré, s'appliquera automatiquement dès lors que le montant litige est, avant 2021, inférieur à 2 millions. Depuis le 1er janvier 2021, on a rehaussé le plafond à 3 millions de dollars et il est très probable qu'on continue à augmenter ce plafond, tout simplement parce que ce qu'on observe en pratique aujourd'hui, on a un recul de un peu plus de 260 affaires à ce jour qui ont été traitées sous ce règlement devant la Cour internationale d'arbitrage. Et ce qu'on observe, c'est en fait un franc succès, puisque le principe est que c'est dans ces procédures, la sentence est rendue dans un délai de 6 mois à compter de la nomination de l'arbitre. Une autre caractéristique importante, c'est que ces procédures sont systématiquement soumises à un arbitre unique, y compris dans les cas où la clause à l'origine prévoyait 3 arbitres. Ça, c'est aussi une question qui a été bien évidemment très longuement débattue et réfléchie, puisqu'il y avait la question du risque d'atteinte en fait à la volonté des parties. Mais après de longs débats, la Cour a vraiment opté pour, la Commission d'ailleurs et la Cour ont opté pour aller dans ce sens-là pour des raisons évidentes d'efficacité. Un tribunal à 3 membres, rendre une sentence dans les 6 mois à compter de la nomination du tribunal, c'est pas exactement la même facilité de se mouvoir et de prise de décision que pour un arbitre unique. En pratique, sur ces 261 affaires, ce qu'on observe, c'est que on a en fait 78, puisqu'il y a toujours un système d'opt-in qui est quand même réservé dans le règlement CCI de procédure accélérée. Donc en fait, sur les 261, il y en a 178 dans lesquels le règlement de procédure accélérée s'est appliqué automatiquement, c'est-à-dire parce que les caractéristiques étaient réunies, à savoir une clause CCI postérieure au 1er mars 2017 et un montant litige inférieur à 2 millions de dollars jusqu'au 1er janvier 2021. Et tout le reste, ce sont des cas de figure où une de ces conditions manquait, mais les parties se sont accordées pour soumettre leur litige à notre règlement de procédure accélérée. Ce qui explique aussi pourquoi je vous dis qu'on va probablement évoluer dans le plafond de 3 millions et peut-être se rapprocher même de 5 millions. Il y a eu un débat pendant la dernière révision du règlement CCI de savoir si on allait jusqu'à 5 millions. Et ce débat a eu lieu parce qu'on a observé qu'il y avait des parties avec des montants en litige au-delà des 2 ou 3 millions
qui voulaient avoir accès au règlement de procédure accélérée. Tu avais une question, Atina, excuse-moi. Actually, I wanted, because we have here two very different policies with regard to expedited rules. We see the Cairo Center, who follows the will of the parties. It's a purely opt-in procedure. And the example of the ICC, where there is, of course, an opt-in possibility, but there is also an automatic application depending to the amount in dispute. And we have heard from Oluwatosin earlier on that there is a new set of expedited, there is a set of expedited arbitration that has been developed in the Lagos Court of Arbitration. And I would be very interested in hearing what is the position that you have followed with regard to this specific question. Under our rules, parties make the decision as to whether they would follow the expedited rules or the regular rules. So this decision is made by parties either at the time of entering into their agreement or at the time of the submission of the dispute. So some of the parties do not know the expedited rules even exist, but at the time of the submission of the dispute, there's a form that parties need to fill. And there you are asked to make a decision as to whether you want the regular rules or the expedited rules. So at that point, parties decide whether they would rather go for the expedited rules or the regular rules. So after some inquiry as to what the expedited rules are all about and getting a copy of the expedited rules, a lot of parties do opt for the expedited rules. So it's always the decision of the parties. Which is similar actually to the experience of the ICC as well. That is very interesting. Perhaps we are going towards more fast-track arbitrations, which are efficient and short. Given the time constraints, we need to give the floor to the second panel that we have today. And I think that perhaps the best introduction to the second panel, which also answers one of the questions that we have received, is the following. We have received an answer with a question, which is, what is the future of arbitration in Africa? Perhaps it is a bit of a difficult question to answer, especially given that I want you to answer using no more than, I don't know, 10 or 20 words. But what I would find interesting is for you to tell me, what is the biggest challenge that your institution, or more generally arbitration in your market, faces today? And I give the floor to Oluwatosin first. Okay, I would say the biggest challenge would be costs. Increasingly, particularly post-pandemic, we find that when parties come in and receive an indication of the costs for the arbitration, one or two things happen. They either opt for expedited or they decide to settle. And the percentage of parties who actually start making settlement moves is quite higher than the parties who stay in the system. So for an institution, costs is the challenge. I see. Diamana, quel est ton avis sur le défi le plus important que la CCI voit s'agissant de son marché africain, de son activité africaine? C'est loin d'être une question simple. Je suis ravie que Tosin ait commencé par les coûts, comme ça, j'ai pas à le dire. Je dirais qu'aujourd'hui, le plus gros challenge, mais qui est un beau challenge en fait, c'est de diversifier les rangs de l'arbitrage CCI en poussant beaucoup plus de praticiens africains, parce que c'est la condition sine qua non pour que un arbitrage global international comme la CCI puisse avoir une place dans le paysage africain dans les années à venir. Voilà. Je pense qu'on peut inviter toutes les personnes qui nous entendent de regarder, de googler, se renseigner sur le Keep the Door Open. Exactement. Qui est vraiment exceptionnel. Ismaël, merci de le mentionner, merci. Ismaël, et pour vous, selon vous, quel est le défi le plus important? Actuellement, il y a un comité qui s'est constitué, auquel je suis membre, pour amender la loi égyptienne sur l'arbitrage.
qui a vu le jour, c'est une loi basée sur la loi modèle de la CNUTSI, donc qui avait vu le jour en 1994 et qui avait été modifiée uniquement 2 fois. Donc, deux paragraphes seulement ont été modifiés de cette loi. Aujourd'hui, il semblerait qu'il y aurait plus de paragraphes de cette loi, beaucoup de dispositions de cette loi qui vont être modifiées, comme une grande majorité des arbitrages QRSICA, même les arbitrages internationaux, ont comme siège l'Égypte, le Caire. Donc, c'est important que cette loi se modifie dans le bon sens. Et c'est ce que j'espère et que je prévois. Donc, je pense que tout va très bien se passer. Mais il faut qu'on le fasse dans un seul mois, ce qui est quand même un grand challenge. Et on vous souhaite beaucoup de succès, mais en effet, ça semble être un gros challenge. Et Bintou, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter? Un mot, quel serait le défi le plus important à Burkina Faso aujourd'hui? Votre micro, il est fermé. Oui. Pour moi, le défi le plus important au Burkina Faso aujourd'hui, c'est de regarder minutieusement les textes qui existent, de les toiletter pour les mettre aux normes internationales et que les arbitres acceptent de se former au maximum pour pouvoir être très compétitifs, de telle sorte que l'arbitrage au Burkina soit attractif. Donc, pour moi, le défi le plus important, c'est les deux aspects. Les textes, relire minutieusement les textes, ce qui est en train d'être fait. Déjà, ce qui a été fait qui est bien, c'est le règlement de référé pré-arbitral qui permet aujourd'hui à l'arbitre de pouvoir faire des mesures conservatoires. Et des mesures conservatoires, ça c'est très bien. Mais maintenant, il reste à regarder de très près pour pouvoir mettre les textes à un certain niveau et en tout cas pouvoir se mouvoir dans l'international. Je comprends. Voilà. Maintenant, avant de terminer, je voudrais dire vraiment un bonjour particulier à ma sœur Diamana Diawara, de qui ma petite sœur Sylvie Bowie parle en bien tout le temps. Donc, ma très chère Diawara, en tout cas, bravo pour tout le travail que vous abattez ensemble. Voilà. Merci beaucoup, merci. Je vous retourne ces félicitations pour le travail fait partout en Afrique. Merci. Merci à tous. Et je pense qu'avec cela, on peut clore le premier panel et passer le micro, n'est-ce pas, et l'écran au deuxième panel aujourd'hui. Donc, Guillaume Mareu, à vous. Merci beaucoup, Atina. Good afternoon to all. I'm delighted to moderate this second panel in which we will focus on developments regarding substantive points of law. We will explore updates on topics such as competence principle, issues of arbitrability, and the enforcement of arbitral awards. To address these substantial topics, we've gathered panelists from Tunisia, Egypt, Nigeria, and France, who will give their comments from their respective countries and areas of expertise. Before diving into the substance of these topics, I'm very pleased to introduce briefly our distinguished panelists. And first with the presentation of Dr. Afef Ben Mansour, who is a French-Tunisian national. Her practice focuses on public international law, investment and commercial arbitration. Her industry's experience includes inter alia construction, oil and gas, mining, and telecommunication disputes. Afef Ben Mansour intervenes under a variety of rules such as ICSID, UNCITRAL, WADA, and ICC rules. Dr. Afef Ben Mansour acts both as counsel and as arbitrator. Since July 2018, she is a member of the ICC International Court of Arbitration. And now I turn to Professor Mohamed Sameh Ham. Dr. Mohamed Sameh Ham
is professor and chair of the International Law and Department at Cairo University. He is a founding and managing partner of Arm and Partners law firm. Along his academic experience, Professor Mohamed Sameham is a member of the Qatar International Center for Conciliation and Arbitration and a member of the ICC Institute and of the ICSID's panel of arbitrators and conciliators since 2017. Professor Mohamed Sameham serves as arbitrator, legal expert, and counsel under the KIRSECA, DIAC, the IFC, LCIA, and the ICC. The third panelist in today's debate is Tolu Obamuru. Tolu Obamuru is a Nigerian national and an associate within White & Case International Arbitration Group in Paris. His practice includes international commercial and investment arbitration. Prior to joining White & Case, Tolu Obamuru was the Associate General Counsel of the Lagos Court of Arbitration. He was also involved in high-profile transactions in Nigeria. Tolu Obamuru is a recipient of the Africa's 50 Most Promising Young Arbitration Practitioners 2020 Award by the Association of Young Arbitrators. To complete this panel, I have the pleasure to introduce my colleague, Clément Fouchard. Clément is a partner within Reed Smith Paris office. He is a member of the Paris Arbitration Week Organizing Committee, a member of the board of the Comité Français de l'Arbitrage, and a founding member of Africa. Clément specializes in international commercial and investment arbitration and acts before the ICC, the LCIA, the ICSID, and under the UNCITRAL rules. He has a particular experience in complex disputes in the construction, energy, and mining sectors, with a particular focus on Francophone Africa. Clément lectures on international arbitration at Sciences Po Law School and at the EDHEC Business School. And in addition to his experience as counsel, Clément also acts as an arbitrator in domestic and in international arbitrations. But without further delay, I will address my first question to Clément. Ma première question portera sur le principe compétence-compétence, dans la mesure où il y a une jurisprudence récente et très riche de la Cour commune de justice d'arbitrage, Common Court of Justice and Arbitration in English, concernant l'application de ce principe. Sur cette question, l'affaire SGS contre République du Bénin, véritable saga arbitrale et judiciaire, a donné lieu à de nombreux commentaires, parfois très critiques. L'arrêt rendu par la CCJA en février 2020 est intéressant car il met aux prises le principe de l'autorité de la chose jugée, de l'ordre public international, mais également du principe de compétence et de renonciation à se prévaloir d'une clause d'arbitrage. Et donc, Clément, pourrais-tu, s'il te plaît, nous rappeler les questions soulevées par cette affaire et quel regard porter sur la décision de la CCJA en l'espèce? Merci Guillaume. Effectivement, cette affaire a été beaucoup commentée. Donc, le complexe factuel n'est pas forcément très simple. Je vais essayer de le rappeler rapidement pour ensuite en tirer quelques observations, quelques enseignements. Donc, le Bénin et la Société Générale de Surveillance, SGS, ont conclu, à la suite d'un appel d'offres, un contrat qui concernait en fait un programme de certification de valeur en douane. Et ce contrat, il contenait une clause d'arbitrage CCI avec un siège qui avait été ensuite déterminé à Ouagadougou, donc au Burkina. Donc, ce contrat SGS, il intervenait, en fait, il faut prendre le contexte général, il intervenait après la passation par l'État d'un précédent contrat avec une autre société, Société Bénin Contrôle SA, dont on comprend que l'objet était très similaire, voire identique. Et à la suite d'un différend entre le Bénin et cette société tierce, l'État du Bénin a saisi en décembre 2016 le tribunal première instance de Cotonou, statuant en matière administrative, pour demander l'annulation de ce contrat. Ce que la juridiction de première instance de Cotonou a fait par un jugement de février 2017, et assortissant ce jugement de l'exécution provisoire du fait donc de l'incompatibilité entre les deux contrats, le contrat initial signé avec Bénin Contrôle SA et le contrat SGS. Et la Cour d'appel de Cotonou a ensuite confirmé ce jugement, mais bien plus tard, en mars 2020.
En parallèle, SGS, qui par ailleurs il y avait un litige en fait entre les parties sur l'exécution de son contrat de 2014, donc je n'avais pas mentionné la date, elle a initié un arbitrage pour se faire payer un certain nombre de sommes d'argent, mais également pour en fait, s'opposer à la nullité du contrat qui était excipé par l'État. Donc le tribunal arbitral a rendu une première sentence partielle le 6 avril 2018. Donc, ce tribunal avait été saisi le 25 janvier 2017. C'est important parce que c'était entre le moment de la saisine du tribunal de première instance de Cotonou et la reddition du jugement, hein, si vous me suivez. Et ensuite, après ça, donc, le tribunal arbitral rend sa sentence en avril 2018, se déclare compétent et juge que finalement SGS n'a pas renoncé au bénéfice de la clause compromissoire et donc rejette l'exception d'incompétence qui était avancée par le Bénin. Donc à ce stade, en 2018, finalement, on a deux décisions inconciliables, contradictoires, l'une rendue par le tribunal arbitral et l'autre par les juridictions béninoises. Par la suite, le Bénin forme un recours en annulation contre la sentence partielle qui est rejetée par la Cour d'appel de Ouagadougou en septembre 2018. Et ensuite, un pourvoi est formé devant la Cour de commune de justice de l'arbitrage, la CCJA. Et là, c'est la surprise un petit peu pour certains commentateurs. La CCJA censure l'arrêt d'appel et annule la sentence arbitrale. Alors, il faut rappeler pourquoi elle le fait, les 4 points de son raisonnement. Donc, elle constate tout d'abord qu'aucune des parties n'avait soulevé l'exception d'incompétence dans l'instance, donc devant le tribunal de première instance. Ensuite, elle relève que le juge de première instance a annulé le contrat et que nonobstant l'appel relevé par SGS, le jugement de première instance était assorti de l'exécution provisoire et qu'en conséquence, il bénéficie de l'autorité de la chose jugée tant qu'il n'est pas annulé. Et elle rappelle ensuite que l'autorité de la chose jugée constitue en fait un principe fondamental de justice en ce qu'il assure la sécurité d'une situation acquise et qu'il participe à l'ordre public visé par l'article 26E de l'acte uniforme sur l'arbitrage, qui est la loi dans la zone OHADA, et que ce principe finalement s'oppose à ce qu'un arbitre statue à nouveau dans la même cause, opposant les mêmes parties ayant le même objet. Et donc la CCJA conclut en conséquence que la sentence partielle doit être annulée. Donc, 2 observations sur cette affaire, rapidement. Tout d'abord, la CCJA rappelle donc que l'autorité de la chose jugée fait partie de l'ordre public international dont la violation est susceptible d'entraîner la nullité d'une sentence arbitrale. Alors, c'est une solution qui n'est pas nouvelle, mais qui n'est pas forcément partagée unanimement en droit comparé. Je prendrai simplement l'exemple du droit français, pour lequel le juge de l'annulation en fait, refuse en fait, de sanctionner les violations de l'autorité de la chose jugée à travers le prisme de l'ordre public international, sauf, l'exception, c'est sauf au cours d'une même instance, quand il est statué sur les suites d'une précédente décision qui elle-même est irrévocable. Donc, dans un cas très très précis, où là, effectivement, l'autorité de la chose jugée permet de qualifier une violation de l'ordre public. Cette décision SGS sur cet aspect, elle fait écho d'ailleurs à un arrêt, je le mentionne simplement au passage, un arrêt de la CCJA Atlantique Télécom Planor en 2010, où la CCJA avait annulé une sentence qui contrevenait postérieurement à une décision qui était devenue définitive des juridictions burkinabées. Alors ensuite, l'autre point, et c'est peut-être le point le plus important de cette décision, à la lecture de cette décision, on ne peut pas s'empêcher de trouver qu'il y a des lacunes. Le raisonnement est lacunaire. Pourquoi ? En fait, l'application du principe du respect de l'autorité de la chose jugée, il s'apprécie nécessairement, et on vient à ta question, Guillaume, au regard du principe de compétence-compétence, et corollaire de l'existence d'une éventuelle renonciation des parties à la compétence de l'arbitre. Donc, on rappelle brièvement que le principe de compétence-compétence et son effet négatif, il est énoncé à 2 reprises dans le droit OHADA, article 23 du traité OHADA, du traité fondateur, mais également article 13 de l'acte uniforme.
Et comme je le disais, il est intéressant de noter la chronologie. SGS avait initié la procédure arbitrale peu de temps après l'introduction de l'instance devant le tribunal de première instance par l'État, mais avant la reddition du jugement par cette juridiction. Donc, on pourrait quand même en déduire, en tout cas dans une première vue, une manifestation de volonté de la part de SGS de se prévaloir de la clause. Mais la CCJA, finalement, élude la question qui était pourtant débattue et qui était centrale, en fait, à la solution du litige. L'État soutenait que SGS avait renoncé de façon tacite et non équivoque au bénéfice de la clause d'arbitrage, alors que cette dernière soutenait au contraire que sa volonté de ne pas y renoncer était caractérisée par le fait qu'elle avait saisi un tribunal arbitral. Et là, la Cour de justice relève que le tribunal de première instance a annulé le contrat, constatant qu'aucune des parties n'avait soulevé l'exception d'incompétence. Donc, l'appréciation du fait que SGS ait eu ou non la possibilité de soulever cette exception ou ait été en position de faire valoir ses droits avait également été discutée devant la Cour d'appel, laquelle avait exclu toute renonciation de la part, donc la Cour d'appel qui avait été saisie du recours d'annulation. Donc, cette Cour d'appel, elle avait jugé qu'il n'y avait pas de renonciation. Pourtant, la CCJA ne rentre pas, n'analyse pas elle-même les circonstances factuelles de cette question. Donc, on peut aussi faire un parallèle avec une autre affaire, je la mentionne brièvement, une affaire Africa Air Assistance du 25 juin 2020, où la CCJA s'est prononcée, en fait, au moment où elle s'était prononcée, les seconds juges devant laquelle l'exception d'incompétence avait été soulevée avaient déjà rendu une décision, et donc la CCJA avait pu en tenir compte. Dans notre cas, c'est différent parce que, comme je vous l'ai dit, l'arrêt d'appel qui venait après la décision de première instance des juges de Cotonou en matière administrative est intervenue en fait après la décision de la CCJA. Donc, elle n'en avait pas le bénéfice. Donc, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il en aurait été si la CCJA avait eu cet éclairage supplémentaire. Naturellement, ce n'est pas satisfaisant de voir la CCJA prendre position, finalement, que sa décision, pardonnez-moi, soit influencée par finalement la chronologie et finalement des calendriers de dates. Alors pour finir, donc on peut vraiment s'interroger sur finalement le raisonnement suivi par la Cour dans cette affaire. Juste pour terminer sur cette question, il est intéressant de regarder, de la mettre en perspective avec le raisonnement de la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 11 janvier 2022, donc assez récent, qui confirme l'ordonnance d'exéquatur de la sentence finale, parce qu'il y a une sentence finale qui a été rendue dans cette affaire SGS Bénin. C'était une sentence finale qui date du 31 mars 2019 et dont on cherchait à obtenir l'exéquatur en France. Alors, n'étant pas lié par le droit au HADA, la juridiction parisienne tient un tout autre raisonnement, et j'en termine par cela. Elle constate l'existence d'une clause compromissoire dont la validité finalement n'est pas contestée et juge que c'est à bon droit que le tribunal arbitral s'est reconnu compétent. Et fidèle ensuite à la position du droit français sur le caractère d'ordre public, enfin plutôt l'absence de caractère d'ordre public de la chose jugée, la Cour d'appel précise que seule la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée d'une décision étrangère en fait, est inopérante à empêcher la reconnaissance de cette sentence arbitrale. Donc, finalement, l'exéquatur est accordée. Merci Clément. On voit que cette application du principe compétence-compétence pose vraiment de multiples problèmes et de multiples questions. Et d'ailleurs, en ce sens, il y a un deuxième jeu de questions et d'affaires qui ont été rendues par la CCJA, notamment l'arrêt rendu dans l'affaire Accord contre Togo en février 2020 et qui, là, porte plus particulièrement sur l'importance de la rédaction des clauses d'arbitrage et de leurs difficultés d'application. Et donc, vis-à-vis de cette affaire Accord contre Togo, j'avais une première question à laquelle j'espère, Clément, tu répondras très brièvement, qui est de savoir quel est l'apport de cet arrêt
arrêt accord contre Togo dans la CCJA, dans la jurisprudence OHADA. Et j'avais une deuxième question pour Tolu Obamoru. My second question will be for Tolu Obamoru. Are there any specific developments in Nigeria on the application of the principle competence and particularly with regard to the notion of arbitrability? Merci Guillaume, je serai très, je serai très bref sur cette affaire Accor Togo. Plusieurs sociétés du groupe Accor avaient un différend avec la République du Togo à propos d'un contrat de bail commercial d'un hôtel. Les sociétés Accor initient l'arbitrage, l'État désigne un arbitre, mais ensuite saisit le tribunal de première instance de Lomé du même litige. Une sentence partielle est rendue dans laquelle le tribunal se reconnaît compétent. Le tribunal de Lomé, lui aussi, se déclare compétent. Donc, à nouveau, on se retrouve dans une situation de décision inconciliable. Et le tribunal de Lomé condamne les sociétés Accor à diverses sommes. Donc, les sociétés forment un recours en cassation devant la CCJA pour violation contre cette décision, pour la violation du principe de compétence-compétence. Alors, en fait, le problème venait de la rédaction de la clause. Comme tu l'as dit, c'est souvent aussi le cas. La clause compromissoire, elle stipulait d'une part que tout différend né de l'interprétation ou de l'exécution du présent bail est réglé à l'amiable, puis elle indiquait, à défaut d'accord amiable, tout différend découlant de l'interprétation seulement du contrat sera tranché selon le règlement CCI. Donc, la CCJA casse l'arrêt d'appel qui avait jugé que le tribunal arbitral n'était pas compétent, en retenant que seuls les différends relatifs à l'interprétation du contrat étant réservés à la compétence des arbitres, la Cour d'appel a procédé à l'interprétation. En fait, en ce faisant, elle a interprété la clause pour déterminer l'intention commune des parties. Et de plus, la CCJA indique que pour répondre aux demandes pécuniaires de l'État, eh bien, le tribunal de première instance de Lomé en fait, était obligé d'interpréter les différentes causes du contrat en rapport avec les obligations réciproques des parties. Et donc, ce faisant, eh bien, il avait violé le principe de compétence-compétence. Et la Cour finit en disant que le contrat ne prévoyait d'ailleurs aucun autre mode de règlement des litiges. Donc, l'intention des parties de recours à l'arbitrage était donc manifeste. Donc, on peut vraiment se féliciter de ce type de décision, de cet arrêt qui date d'ailleurs du même jour que l'arrêt SGS Bénin, et qui vient rappeler l'importance d'une bonne interprétation, je dirais, logique d'une clause d'arbitrage, et puis pour surtout renforcer le principe de compétence-compétence. Merci Clément. Mr. Tolu Obamoru. Okay, thank you so much for inviting me to be part of the conversation. I will make a couple of quick points. One, as a contracting state to the New York Convention, Nigeria obviously has an obligation under Article 2.1 of the Convention to enforce arbitration agreement regarding matters that are capable of settlement by arbitration. But the Nigerian Arbitration and Conciliation Act, which governs arbitration matters in Nigeria, does not define matters that are capable of settlement by arbitration. So under Nigerian law, arbitrability is decided by the Nigerian courts on a case-by-case basis. And the Court of Appeal, the Nigerian Court of Appeal in a case of Mekwen and Lotus Capital held that matters touching on public policy are not arbitrable. And to use a particular quote from the court says, the ACA does not demarcate between disputes that are arbitrable or otherwise, and it has, however, been judicially recognized as a matter of public policy that matters relating to crime, matrimonial causes, winding up of a company, or bankruptcy are of such nature that cannot be settled by arbitration. And of course, in another case, the Supreme Court of Nigeria held that arbitrability, the test for determining arbitrability under Nigerian law is to ask if the matter can be compromised lawfully by way of accord and satisfaction. However, the focus of my contribution today, it's the more recent ruling by the Nigerian court
stating that matters, tax matters and dispute arising out of tax matters are not arbitrable. In this regard, I will basically highlight three related decisions, and the facts of all the three cases are essentially the same. So you have three oil companies, Esso, Shell, and two oil companies, and there were other multinational companies as well. But Esso and Shell are holders of oil mining lease with the under a petroleum sharing contract with the Nigerian Petroleum Corporation, the NNPC. And the PC provide that the multinational companies will prepare the petroleum tax, profit tax returns and submit them to the NNPC for filing with the Nigeria Federal Inland Revenue Service, the FIRS. Now, the multinational companies accuse the NNPC of failure to file the return, and of course, for also unilaterally amending the tax return submitted by the multinational companies. So as a result, Esso and Shell initiated arbitration pursuant to the petroleum sharing contracts, and the tribunal in both cases render awards in favor of Esso and Shell. However, the Federal Inland Revenue Service, the FRS, that was neither a party to the PSCs nor participated in the arbitration proceeding, instituted court actions challenging the award. So there are three cases instituted before the Nigerian Federal High Court. As a result, Esso against NNPC, Shell against FIRS, and Esso against FIRS. In the three matters, the FIRS and NNPC challenged the jurisdiction of the tribunals on the ground that the disputes submitted to arbitration concerned tax matters and were therefore not arbitrable. The Federal High Court agreed and ruled that the issues relating to the taxation and government revenue are within the Federal High Court's exclusive jurisdiction, and that the proceeding before the tribunal were a nullity. Of course, both Esso and Shell appealed to the Nigerian Court of Appeal. So, which is what I will briefly highlight, the decision of the Court of Appeal. In two of the matters, Esso and NNPC and Shell and FIRS, the Court of Appeal relied on Section 251 of the Nigerian Constitution, which is a section that defines the exclusive jurisdiction of the Federal High Court, held that the payment of petroleum profit tax is a statutory issue and not a contractual one. The court further held that the FIRS has the exclusive power to administer tax legislations, including the Petroleum Profit Tax Act, and also to assess and collect and enforce taxes due to the government of Nigeria or any of its agencies from companies and enterprises chargeable with tax. And also that the Federal High Court has exclusive jurisdiction over dispute relating to taxation of companies. Of course, the decision were not well received, and rightly so, because the mere fact that some elements of a contractual claim touch on tax obligation of the parties does not distract from the fact that the primary complaint of the parties were the breach of the right and obligation arising from the PSCs, the petroleum sharing contracts. But by contrast, the third case, thankfully, Esso and FIRS, the Court of Appeal did not follow its two previous decisions in Esso and NNPC and Shell and FIRS. The court held in the third one, Esso and FIRS, that the dispute which the oil company submitted to arbitration was basically a contractual dispute on the obligation of the parties not to lift crude oil beyond the allocated quota, including tax oil, as well as the right to prepare petroleum profit tax returns, even though the parties decided to guide themselves by the provision of the relevant tax legislation in determining the lifting allocation of tax oil or in making petroleum profit tax returns. Now, there's a lot of debate as to what's the position on of Nigerian law given these different decisions. But well, it's my view that the latest decision, which is the decision in Esso and FIRS,
being the most recent one, and having considered the two previous decisions, one can make the case that under Nigerian law, as a matter is not non-arbitrable simply because it has tax implication. The essence of the dispute itself must relate to taxation, that is the powers of the federal authorities to assess and collect tax for it not to be arbitrable under Nigerian law. Thank you very much, Mr. Tolu Obamoru, for this very in-depth explanation of the problematic in Nigeria regarding the arbitrability and the taxation issues. I have a quick second question for you on another key development in Nigeria, which concerns challenges of arbitrators by the Lagos courts. Could you explain to us the background of this development and its impact in Nigeria and in the region? And maybe Professor Mohamed Sameham will certainly have some comments, as the Egyptian Supreme Court rendered in February 2022 a judgment on this issue, which implies also questions of public policies. Okay, thank you. Well, as the first point, Nigerian courts are generally supportive of arbitration, and it's not unusual to see that parties will file all kind of claim, especially at the enforcement stage, on the basis of what they call the arbitrators misconduct. And of course, they also file those challenges even in the process of appointment. But the Nigerian courts have been generally supported. Now, the recent development is, as you rightly said, is the decision of the Lagos High Court in the case of Global Gas and Shell Petroleum. And to give a brief summary of the facts, Global Gas commenced an ICC arbitration against Shell on the ground that Shell had failed to supply wet gas to it in accordance with the terms of the gas processing agreement, which was signed in 2002. In the proceeding, Global Gas challenged the appointment of the presiding arbitrator. And the ground was that the arbitrator had failed to disclose information which led to doubt as to his independence and impartiality. According to Global Gas, the presiding arbitrator allegedly prepared an expert opinion in a previous litigation matter involving Shell. So Global Gas then further alleged that the presiding arbitrator and another member of the tribunal, that they were both members of the board of governors of an arbitral institution of which Shell's lead counsel was the chair, and that this body was formed while the arbitration was pending, with no notice or disclosure being made to any of the parties. Now, the ICC court reviewed the challenge and dismissed it. And the arbitration went on and was concluded with the majority award given in 2007. And of course, Global Gas claim was dismissed. And now Global Gas then instituted an action before the Lagos court to set the award aside on the ground of misconduct of the majority of the tribunal. The Lagos High Court then held that once a party challenges an arbitrator, he or she must resign and not resist the challenge. The court further held that the presiding arbitrator's non-disclosure amounted to a misconduct which led to the set aside of the award. Even though the challenge on the same ground had previously been dismissed by the ICC court. To quote the Lagos court specifically, the court held that when an objection is raised on the basis of bias, it casts doubt on the process itself, notwithstanding whether the panel was constituted or not by the ICC. This being so, the arbitral tribunal must exercise a duty of care towards all cases that are before them. Therefore, it does not lie in the arbitrators to raise a defense or put the process in ridicule. What is expected was for the tribunal to have simply recused himself, even when the system absolved him. This is the standard and nothing more is required. Now, of course, that generated a lot of
comment in the international arbitration community, especially. And one thing I'd like to note is the ACA, the Arbitration and Conciliation Act, which requires disclosure of circumstances that are likely to give rise to justifiable doubt about the independence and impartiality of prospective appointed or chosen arbitrator. It does not provide the guideline for evaluating those circumstances that are likely to give rise to doubt as to the arbitrator's impartiality or independence. And so the silence of the ACA on such a fundamental issues has become a source of uncertainty, and it allows parties to develop frivolous argument to frustrate arbitral process. And it also gives courts enough leeway to hinder the arbitral proceedings or even set aside arbitration awards. So this is not, my position is this does not represent the correct reading of Nigerian law. And it is hoped that the Nigerian Court of Appeal or the Supreme Court will upturn this decision. Thank you. Thanks very much, Mr. Tolu Obamuru, for this in-depth explanation. Maybe Professor Mohamed Sameham will now make an analysis from the Egyptian point of view. Thank you very much indeed, Mr. Ariou. I'm happy to be with you and to participate in this panel organized by Reed Smith, and my thanks extended to Mr. Clément as well for the perfect preparation of this session. I would like, considering that the very tight time of this session, but I would like to shed the light on the recent Cassation Court judgment in relation to the very important issue, which in my opinion address two things. First is the impartiality and the independence of the arbitrators. Second is to strengthen the role of the institutional arbitration centers, especially the Kersika in Egypt, because the new judgment, which was issued in February 2022, addressed the issue of whether the Court of Appeal and the Court of Cassation be the only court or the only legal and judicial body to consider the issue of impartiality and independence, or whether we can rely on the internal mechanisms of the arbitration centers. As you know, Article 13 of Kersika rules set the rules. If you would like to challenge the impartiality and the independence of any arbitrator, you should refer the matter to the center, and the center within a time limit for sure. And the center has an internal mechanism. You know that we have in the center, there is an advisory committee, and they can select 3 members of the advisory committee. This tripartite committee can consider any challenge of raised by any of the parties in relation to the independence and the impartiality. The case that was handled by the Court of Cassation as a second step after the Court of Appeal, that there was a challenge on the judgment on the issue of whether the only legal and judicial entity which is entitled to consider the matter of impartiality and independence is the Court of Appeal as a matter of public policy. And what happened is that the Court of Appeal rejected this argument and this challenge, and stated that this matter can be also be considered by the internal mechanism, the tripartite committee of Kersika. Actually, the judgment issued by the Court of Appeal was not satisfactory to one of the parties, who referred the matter once more to the Court of Cassation. And the Court of Cassation, in a very important step
in the way of arbitration in Egypt ruled that the parties' agreements on the institution rules entail the application of the agreed procedural regulations of the institution, including the recusal and replacement of an arbitrator or the entire arbitral tribunal, and the removal of any raised obstacles regarding the procedures of the arbitration case. This is all performed in accordance with institution rules, whereby neither party is permitted to unilaterally violate such rules and adhere to other procedural rules. Since the adoption of agreed institutional rules and regulations results in the exclusion of national courts in the appointment, recusal, and replacement of arbitrator, as this is a subject to the chosen and agreed upon institutional rules pursuant to Article 25 of the arbitration law. This is a remarkable judgment issued by a highest court in Egypt, the Cassation Court, reaffirming and reinforcing the role of the centers to deal with and to decide on the issues of the impartiality and independence of the arbitrators. This means that parties cannot challenge the court, the arbitration award based on the fact that this issue had to be or ought to be decided by Court of Appeal. On the contrary, here nowadays and from now on, the center is the competent body to decide on this matter without need to recourse to the Court of Appeal. This is one of the most recent judgment by the Court of Cassation, as well as it's a great step toward enforcing the role of the arbitration centers to decide on the matters of impartiality and independence. Thanks very much, Mr. Professor Mohamed Ham. Maybe just a quick question on the envisaged reform of arbitration law in Egypt, and I will give the floor to Dr. Afef Ben Mansour to speak about the developments in Tunisia afterwards. As you know, and as was reflected in all the arbitration sites and in Egypt, in all the media, the Ministry of Justice, you know that we have our arbitration law since 1994, and this is law number 27. The Ministry of Justice is decided to formulate a new committee of experts. I'm honored to be one of the members of this committee to reconsider and to review the arbitration law 27 for 1994. This is, I believe, is a must. You know that ICC, LCIA, even ECSID in the last few years, ECSID the last months adopted or revisited their rules to improve them. I believe based on the long history of arbitration now in Egypt, and especially, I mean, the jurisprudence and the judgments issued by arbitration or arbitral tribunal in the last 30 years impose on us an obligation to revisit all the rules related to arbitration in Egypt. This means that this committee has been formulated to consider all the new developments, like, for instance, what we have seen the last year during the COVID problem is that we needed to have a virtual hearing, for instance. This is not covered by the law, and other issues related to the enforcement of the arbitral tribunal awards and many other issues that needed to third-party funding and other issues needed to be covered by the law. The law also, or the new, hopefully the new rules
should also focus on strengthening the role of the reliable international institution arbitration and centers, which we need to limit the possibility of creation of new arbitration centers. This confuse the scene in Egypt. So we need only to consider the new rules that applies on the arbitration centers. This is a very important step. We don't know what will be the results yet, but we all working as a group to develop the rules of arbitration law, and hopefully that we will have a chance maybe next year to present the new developments that we witnessing in the Egyptian arbitration law that is became a must now to consider. Thank you very much. Thanks very much, Professor Mohamed Samham, for your great explanation on the future development in Egypt. Le dernier point que j'aimerais aborder dans le cadre de ce débat d'aujourd'hui a trait aux questions d'exéquature et de reconnaissance et d'exécution des sentences, et comme ça on aura un peu fait le tour de toutes les étapes d'une procédure d'arbitrage. Et ces questions, elles se sont posées avec une particulière acuité en Tunisie à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel de Tunis du 30 juin 2020. Et je suis sûr que Afef Ben Mansour nous donnera une analyse à la fois très approfondie et très riche à ma double question, qui est donc pour sa première branche, quelle est la juridiction et quelle est l'étendue des pouvoirs du juge de l'exéquature dans une procédure d'exéquature d'une sentence arbitrale internationale, et la deuxième branche de ma question, qui est existe-t-il une condition de réciprocité dans le cadre de la reconnaissance et de l'exécution des sentences arbitrales? Merci beaucoup, Guillaume. Donc, si je comprends bien, vous me donnez le monologue pendant les 10 dernières minutes qui nous restent sur ce panel. Sauf si, bien évidemment, une question me vient dans le cadre de tes développements. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci beaucoup évidemment pour cette invitation. Comme je suis la dernière à passer, donc j'ai pu voir passer les autres panélistes et l'autre panel, je tenais véritablement à féliciter mes collègues du premier panel et également de ce panel pour leur présentation très éclairante sur tous ces aspects de l'arbitrage international en Afrique, que ce soit en Afrique subsaharienne ou en Afrique du Nord, et également des différentes institutions qui ont une activité majeure sur le continent. J'en viens maintenant à la question qui m'est adressée. Donc, d'abord, un bref petit rappel de comment la question est arrivée. Effectivement, je suis arrivée en fait à proposer ce sujet parce que, en essayant d'explorer les dernières jurisprudences issues des juges tunisiens, je me suis arrêtée sur celle-ci puisque cet arrêt est un des derniers publiés, tout simplement. Alors, même s'il date de 2020, et donc là, peut-être ça peut aborder une question qui est d'une difficulté encore sur le continent africain en général, et pas uniquement pour la Tunisie, qui est celle de la publication des arrêts relatifs à l'arbitrage international, donc les arrêts que ce soit en matière d'annulation, mais également en matière d'exéquature, pour pouvoir enrichir également à la fois le travail de doctrine et d'analyse et le travail du praticien lorsqu'il doit travailler sur ces sujets. Toujours est-il, donc, à l'occasion de ce panel, de la préparation de ce panel et de la lecture de ce dernier arrêt de la Cour d'appel de Tunis, eh bien, je me suis intéressée à deux éléments intéressants parce que cet arrêt vient confirmer l'ouverture du juge tunisien et son acception de l'arbitrage international et de son soutien à l'arbitrage international. Il faut se rappeler que la Tunisie a adopté son code de l'arbitrage en 1993 sur la base du modèle de la loi Knudsi, et et dans le cadre donc, de ce code, nous avons une distinction arbitrage interne, arbitrage international, et s'agissant de l'exéquature en particulier, il y a toute une section qui est dédiée à cette question, la section 8 du chapitre 3, donc relatif à l'arbitrage international dans ce code, qui se résume à 4 articles, 79, 80, 81 et 82, qui viennent déterminer le champ
d'abord la procédure pour obtenir l'exéquatur d'une sentence arbitrale internationale en Tunisie, mais également le champ de compétences du juge tunisien lorsqu'il examine une demande visant à l'exéquatur. Première chose, premier élément, la procédure est contradictoire, c'est-à-dire qu'il va y avoir, dans le cadre de l'exéquatur d'une sentence arbitrale internationale, celui qui demande l'exéquatur va devoir se confronter à celui qui va s'y opposer devant la Cour d'appel de Tunis, qui est la seule juridiction compétente en matière d'arbitrage international. Nous avons une seule autorité, il faudra aller devant la Cour d'appel de Tunis. Ça, c'est pour la compétence, pour l'autorité compétente. Maintenant, quel est son pouvoir? Son pouvoir est également très limité, si j'en crois et si on doit suivre. D'abord, si on croit l'application, la dernière application de la Cour d'appel de Tunis, qui confirme en réalité une jurisprudence constante en la matière. Et du point de vue du droit, c'est l'article 81 du Code de l'arbitrage qui nous soumet uniquement quelques éléments. D'abord, on a une rédaction par la négative où on nous précise bien que la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence arbitrale entendue internationale, puisqu'on est dans ce chapitre, quel que soit le pays où elle a été rendue, ne peut être refusée que dans les cas suivants. Et nous avons une liste de cas qui sont en réalité ceux qu'on retrouve dans la Convention de New York, donc je ne vais pas les répéter, et évidemment, le cas où il y a une violation de l'ordre public au sens du droit international privé. J'y reviendrai un peu plus tard. Dans l'affaire qui a été soumise à la Cour d'appel de Tunis, il s'agissait d'une sentence arbitrale rendue par un arbitre unique dans un tribunal constitué selon les règles de la Chambre maritime internationale de Londres. Donc, on a un arbitrage avec une institution à Londres et un droit applicable londonien avec deux parties, une tunisienne et une espagnole. Pendant la procédure arbitrale, la partie défenderesse, celle qui a eu la sentence contre elle, donc la partie tunisienne, n'a pas participé à l'arbitrage. Et au moment de l'exéquatur, la voilà qui arrive et qui dit « Attendez, il y a une violation du droit de la défense pendant la procédure arbitrale, donc violation de l'ordre public, donc vous ne pouvez pas exéquaturer. » Et il rajoute également un autre élément, celui de la réciprocité. Parce qu'effectivement, l'article 79 du code d'arbitrage tunisien précise en matière de sentence arbitrale que, et c'est le premier de la section, sont soumises aux dispositions de la présente section en vue de leur reconnaissance et de leur exécution en Tunisie, les sentences arbitrales rendues en matière d'arbitrage international dans n'importe quel pays, sous réserve de réciprocité. Et donc, à l'occasion de cet arrêt, nous avons eu également des précisions sur comment le juge tunisien analyse cette réserve de réciprocité. Je vois que le temps court, donc je ne vais pas vous en donner plus sur les limites de la compétence du juge en matière d'analyse de l'ordre public international. Rien ne change, c'est toujours très fermé et le rôle du juge tunisien se limite à un contrôle limité par cet article 81. Mais ce qui m'a intéressé du point de vue de la réciprocité, c'est qu'à cette occasion, le juge donne comment on pourrait prouver ou non la réciprocité. Et il part de l'idée que, c'est à la partie qui allègue évidemment l'absence de réciprocité de le prouver et de prouver cette réciprocité par tout moyen. Donc, il n'y a pas de preuve spécifique attendue par tout moyen. Mais en revanche, il faut que les exemples que l'on donne aient trait à la même réciprocité, c'est-à-dire qu'il faut prouver que le juge anglais refuse l'exéquatur pour les sentences arbitrales avec un siège tunisien. Peu nous importe si elle le refuse avec d'autres sièges, l'important c'est avec le siège tunisien. Et dans notre cas, évidemment, la partie n'avait absolument pas rapporté aucune preuve en réalité, et s'était même trompée en arguant que la Grande-Bretagne n'avait pas signé la Convention de New York. Et c'est ce qui a donné l'occasion au juge tunisien de préciser que le fait qu'un État ait signé la Convention de New York est une présomption, évidemment, du fait qu'il va accepter les sentences arbitrales siège tunisien dans les mêmes conditions, mais pas que. Et en même temps, le fait qu'un État n'ait pas signé la Convention de New York
ne veut pas non plus dire que cet État va refuser ipso facto ou par principe d'appliquer une réciprocité ou de reconnaître les sentences arbitrales internationales avec siège tunisien. Donc le fait qu'un État n'ait pas signé la Convention de New York ne permet pas d'empêcher l'exéquatur d'une sentence arbitrale internationale en Tunisie. Encore faut-il prouver que le juge du siège de cette sentence arbitrale a également ou pourrait également refuser l'exéquatur d'une sentence internationale siège tunisien. Voilà ce que je peux vous dire dans les quelques minutes qui me sont allouées sur cette dernière jurisprudence qui viennent en réalité confirmer la tendance très ouverte et au soutien de l'arbitrage international des juges tunisiens. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, Afef, pour ces riches explications qui, malheureusement, nécessiteraient certainement de beaucoup plus amples minutes. Mais compte tenu des contraintes horaires, je vais laisser la parole à Clément pour les remarques conclusives. Clément, à toi. Merci. Je vais commencer mon propos peut-être en répondant. Il y a une question qui m'est posée par notre amie Sylvie Beboï. Bonjour Sylvie, qui demande si ces arrêts qui ont été mentionnés sont de nature à fragiliser la confiance que peuvent avoir les investisseurs pour la pratique de l'arbitrage dans l'espace OHADA. Alors, finalement, en tout cas, moi, mon sentiment, c'est que l'arrêt Accor-Togo, il est de bon augure. Hein, il vient remettre un petit peu l'église au milieu du village, avec une interprétation de bon sens d'une clause d'arbitrage qui, certes, n'était pas pathologique, mais comportait une petite difficulté d'interprétation et qu'il fallait clarifier parce qu'on le voit, les juges de première instance dans l'espace OHADA ne sont pas toujours enclins à appliquer le principe de compétence-compétence, en tout cas de s'incliner face à son effet négatif. Donc ça, il faut être vigilant et la CCJA a eu raison, je pense, de rappeler cela. L'arrêt SGS Bénin, il est quand même problématique, je pense. On n'a pas forcément tout écrit et tout dit sur cet arrêt, mais effectivement, il est assez surprenant et on peut se poser un peu la question de savoir quelle sera, je dirais, sur le plus long terme, l'approche de la Cour lorsqu'on a des décisions devenues définitives ou non, parallèles à une procédure arbitrale et contradictoire. Et en fait, ce qu'on attend, je pense, c'est que la CCJA se saisisse de l'interprétation des faits afin de déterminer s'il y a une renonciation ou pas. C'est vraiment ça l'essentiel. La renonciation implicite, tacite, elle existe. Ça a été déjà d'ailleurs reconnu par la CCJA dans d'autres arrêts. Et là, je pense qu'il faut que la CCJA se saisisse de la question. Voilà, peut-être pour quelques éléments de réponse. J'en termine, and I will switch to English. I really hope that you enjoy as much as I did, at least, our discussions today. There is definitely plenty to think about. And I would like to thank again our speakers for the time and sharing their views today. Thank you also to you, Guillaume and Afina, for the dynamic moderation. And many thanks also for those at Reed Smith and at AfriCAB who actively participate in the success of the organization of this webinar. And before I close, and I'll just keep you for a couple of seconds, AfriCAB is co-organizing a second event during Paris Arbitration Week with Pinson Masons, and it will be a virtual event taking place on Friday at 2:30 p.m. Paris time on the Belt and Road initiatives, the Chinese Belt and Road Initiative. You can still register on the PAO website, so don't miss it. And I wish you a great Paris Arbitration Week. Bye-bye.